Nous pouvons donc savoir quand il y a des émeutes raciales, parce qu'il y a des vidéos qui le montrent. Nous pouvons aussi constater qu'il y a des actes d'incendie criminels dans le pays, notamment sur les chemins de fer, parce qu'il y a de nombreuses vidéos à ce sujet. Nous voyons beaucoup de preuves que les gens en Russie ne sont pas satisfaits. En Russie même, nous constatons qu'il y a des tensions croissantes, des affrontements accrus, surtout au sein de l'oligarchie. Nous voyons cela en ce moment, avec les politiciens du Daghestan qui font actuellement partie du gouvernement russe, et ils sont en conflit avec Kadyrov, qui est le chef des Tchétchènes. Et le fait que cela soit devenu si public et que les affrontements ne soient là pas cachés, est un signe que la situation devient vraiment sérieuse en Russie. Poutine, historiquement, l'un des rôles clés qu'il a joué pour l'oligarchie était d'être la pierre angulaire. Tout le monde comptait sur lui, et toute la pression reposait sur lui et Yann, mais c'est grâce à lui qu'ils ne se disputaient pas entre eux, car il modérait ce qui se passait. Mais on voit qu'il s'est retiré de ce rôle. Il ne semble pas qu'il soit pleinement conscient du fait que la situation empire énormément, et que les luttes entre les membres de l'oligarchie pourraient très bien, vraiment, devenir sanglantes. À tout moment. Avant cela, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Certaines de nos vidéos risquent d'être mal notées par les bots de Poutine, et vos likes nous aident énormément. Bienvenue à tous, aujourd'hui nous avons Jason Gismod de retour avec nous. Il a été notre tout premier invité et maintenant il est aussi notre tout premier invité à revenir. Il est correspondant spécial chez KeyPost. Bienvenue et bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir. Parfait, alors nous allons commencer tout de suite. Donc, ce matin, vous avez partagé un rapport sur les problèmes auxquels le régime de Poutine est confronté, en particulier les problèmes économiques, qui entraînent des luttes internes entre les oligarques et qui pourraient forcer Poutine à se retirer d'Ukraine. Voulez-vous en dire un peu plus sur ce rapport? Bien sûr. Il y a plusieurs choses qui se passent actuellement à l'intérieur de la Russie et qui, à mon avis, ne reçoivent pas assez d'attention dans la presse occidentale. Premièrement, l'économie russe est complètement en désordre en ce moment. La Russie affirme que son économie est en croissance, mais elle cache en réalité un fait inquiétant. L'inflation réelle aujourd'hui en Russie est d'environ 27% selon le professeur Hanke de l'université Johns Hopkins. En plus de cela, l'économie russe est vraiment dépendante du pétrole et du gaz. À tel point que ce qui se passe actuellement avec la situation de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus, l'Arabie Saoudite a déclaré qu'elle allait commencer à produire du pétrole en plus grande quantité, afin de faire baisser le prix. Pour punir les pays qui n'ont pas maintenu l'objectif de $100 par baril. Mais le budget national de la Russie est basé sur un prix de $72 par baril, et il semble maintenant que le prix pourrait chuter jusqu'à $ par baril. Cela entraînerait des déficits importants pour la Russie, et il devrait dévaluer le rouble. Il y a des estimations selon lesquelles le rouble pourrait être dévalué à peut-être 122 ou 135 pour $1. Alors imaginez simplement que les Russes subiraient une dévaluation de leur monnaie d'environ, disons, 22-35%, en plus d'une inflation de 27%. Ce sont des problèmes intérieurs assez importants, et à ce stade, la Russie ne fait pas assez pour ralentir la situation. La Banque centrale continue d'augmenter les taux d'intérêt clés. Il est maintenant à 21, mais il était à 8 pendant longtemps. Le gouvernement distribuait des prêts hypothécaires comme des bonbons, et maintenant cela a créé une énorme bulle dans le secteur hypothécaire, qui, comme toutes les bulles, finira par éclater. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'économistes qui observent maintenant la situation en Russie, et qui réalisent que les choses pourraient basculer très rapidement. Au sein même de la Russie, on constate une augmentation des tensions, une intensification des combats, surtout au sein de l'oligarchie. On voit cela se produire en ce moment avec des politiciens du Daghestan qui font actuellement partie du gouvernement russe, et ils sont en conflit avec Kadyrov, qui est le chef des Tchétchènes. Et le fait que cela soit devenu si public et que les affrontements ne soient pas cachés, indique que la situation devient vraiment grave en Russie. Poutine, historiquement, l'un des rôles clés qu'il a joué pour l'oligarchie était d'être la pierre angulaire. Tout le monde comptait sur lui, et toute la pression reposait sur lui, au final. Mais il était la raison pour laquelle ils ne se disputaient pas entre eux, parce qu'il modérait ce qui se passait. Mais on voit qu'il s'est retiré de ce rôle. Il ne semble pas pleinement conscient du fait que la situation empire autant, et que les luttes au sein de l'oligarchie pourraient très bien, à tout moment, devenir sanglantes. La situation saoudienne, je sais que l'Arabie Saoudite et la Russie ont été un peu en désaccord sur la production de pétrole, alors pourquoi la Russie ne suit-elle pas les directives de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole? Je suppose qu'ils ne bénéficieraient pas de prix du pétrole plus élevé. Quel est donc leur dilemme? Donc, la Russie est dans une situation intéressante. Elle a déjà déclaré qu'elle prévoyait de produire moins de pétrole pour compenser ses griefs que l'Arabie Saoudite a. Mais en fait, tu sais, la Russie, pendant toute l'année 2022, 2023, et presque 2024, c'est de trouver où elle peut obtenir de l'argent. Elle n'a tout simplement pas beaucoup d'options. Avec toutes les sanctions,
La Russie est vraiment, vraiment limitée. Et se débarrasser du pétrole, vendre du pétrole, c'est la meilleure option qu'ils ont. Donc ils continuent à le faire. Cela devient beaucoup plus difficile pour eux, car dans de nombreux cas, ce n'est pas fait légalement. Mais ils vendent encore d'énormes quantités de pétrole, et c'est l'une des seules solutions qu'ils ont pour essayer d'obtenir de l'argent liquide. Je suppose que, pour recentrer un peu le sujet, nous avons vu beaucoup de rapports sur la guerre civile entre le dirigeant tchétchène et le milliardaire du Daghestan. À quel point cela représente-t-il une menace pour Poutine? À quel point est-ce un problème? Et oui, comment la guerre civile évolue-t-elle? Donc, au sein même de la Russie, il y a beaucoup de tensions. D'une part, nous avons le problème avec Kadyrov, le chef des Tchétchènes, qui se bat pour prendre le contrôle d'une grande entreprise en Russie qui vaut des centaines de millions de dollars. Mais en désaccord avec lui, il y a des personnes du gouvernement russe originaires du Daghestan. Ils ne veulent pas voir Kadyrov arriver et s'emparer des affaires, et les affrontements qui éclatent entre eux semblent vraiment sérieux. Mais plus que cela, en Russie même, il y a eu d'importantes émeutes raciales la semaine dernière à Tcheliabinsk et dans d'autres régions du pays. Nous l'avons vu. Il y a simplement des flambées de différents types de violences. Mais nous avons aussi vu, la semaine dernière, en Tchétchénie même, quelqu'un ouvrir le feu sur les troupes russes qui étaient stationnées. Donc, en Russie, il se passe beaucoup de choses qui indiquent que la situation n'est pas très bonne dans le pays. Je suppose. De plus, les médias russes ne veulent pas non plus en parler, parce qu'on pense que cela pourrait entraîner plus de violence et donner des idées à d'autres personnes. Si on rapporte ce qui se passe à l'intérieur de la Russie, les autorités russes essaient évidemment de cacher le fait que les choses ne vont pas bien. Elles veulent, comme tout le monde, faire croire que la Russie va très bien, que les gens ont une excellente qualité de vie. Mais nous savons que ce n'est tout simplement pas le cas, étant donné que beaucoup de choses, grâce à Telegram, les gens publient des vidéos quand il se passe quelque chose. Donc nous pouvons savoir quand il y a des émeutes raciales parce qu'il y a des vidéos. Nous pouvons savoir qu'il y a des incendies criminels dans le pays, surtout sur les chemins de fer, parce qu'il y a beaucoup de vidéos à ce sujet. Nous voyons beaucoup de preuves que les gens en Russie ne sont pas satisfaits. Et beaucoup de gens pourraient penser que les Russes sont très dociles, et qu'ils ne vont jamais s'opposer à Poutine. Et je suis d'accord, je ne m'attends pas à une sorte de manifestation massive dans le pays, mais supposer que les gens soutiennent le gouvernement est tout simplement faux, et nous le savons grâce à beaucoup de choses différentes. Nous pouvons le voir dans les résultats de recherche Index, les résultats de recherche Google, mais nous pouvons aussi le voir dans, par exemple, l'année dernière, lorsque Prigojine, le chef du groupe Wagner, est entré à Rostov, et quand il est arrivé à Rostov, nous avons remarqué que les gens n'ont pas dit de renverser le gouvernement ni soutenu Poutine. Les gens lui ont apporté de la nourriture, ils ont apporté du vin à ses soldats, ils ont apporté de l'eau à ses soldats, ils les ont accueillis comme des héros. Et c'est probablement un très mauvais signe. Quand cette ville, qui abrite le commandement sud de la Russie, le centre militaire d'où la guerre en Ukraine est menée, ces gens soutiennent ceux qui se rebellent contre le gouvernement. Il y a beaucoup d'indices qu'en Russie, il y a quelque chose qui bouillonne sous la surface, ce que nous ne voyons pas très bien d'ici. Mais quelque chose qui pourrait changer radicalement ce que fait la Russie à tout moment si cela commence à déborder. également dans les émeutes qui se produisent dans les régions ethniques russes. Je sais que nous savons qu'un grand nombre de soldats viennent de cette région et que beaucoup de soldats y meurent. Je me demande dans quelle mesure ces deux choses sont liées. Est-ce que cela a un effet ou est-ce que ça déborde? Le fait est que la Russie agit comme une puissance coloniale. Donc techniquement, bien sûr, toute personne qui est en Russie, tout citoyen, devrait être traité de manière égale. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Par exemple, la Bouriatie en est un excellent exemple. Les Bouriates sont un petit groupe de personnes. Il y en a peut-être 550 000 dans le monde entier, mais ils ont une région où ils vivent appelée Bouriatie. Si vous venez de là-bas, vous avez 75 fois plus de chances de mourir dans la guerre en Ukraine qu'un gars de Moscou. Alors pourquoi cela? Eh bien, les Bouriates ont, premièrement, une apparence asiatique. Deuxièmement, ils sont bouddhistes. Et donc, pour les gens de Moscou, ils semblent lointains. Ils sont presque comme des étrangers. Et aux yeux du gouvernement russe, ils sont bien plus sacrifiables que les Russes ethniques, que Vladimir Poutine craint beaucoup de contrarier. Nous allons maintenant parler en fait des soldats nord-coréens dans un instant, mais avant cela, j'ai lu certains rapports selon lesquels des maires russes auraient en fait forcé Poutine à négocier, par exemple pour les échanges de prisonniers, surtout les soldats qui ont été capturés par l'Ukraine dans la région de Koursk, parce qu'ils ne s'attendaient pas à être capturés par les Ukrainiens, n'est-ce pas? Et je ne sais pas s'il y a une comparaison similaire, où avant l'effondrement de l'Union soviétique, ce sont les maires russes qui ont commencé à protester contre la guerre en Afghanistan. Est-ce que c'est juste chercher des similitudes là où il n'y en a pas, ou bien cela pourrait-il être le signe de quelque chose de grand qui arrive? Donc,
les mers russes ont toujours été actives, et en fait c'est probablement assez universel. C'était vrai dans les années 80, c'était vrai dans les années 90, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et il est très difficile de se fâcher contre elles. Le gouvernement n'utilise pas toute la force qu'il pourrait contre elles parce que ça donne tout simplement une mauvaise image. Quand quelqu'un est là dehors à dire « ramenez mon fils à la maison » et que vous les mettez en prison. Donc, le gouvernement doit avoir une sorte de réponse modérée envers elles. Mais dans l'ensemble, cela attire de plus en plus l'attention du public sur le fait que la Russie ne réussit tout simplement pas aussi bien dans la guerre en Ukraine qu'elle voudrait le faire croire aux autres. Et le fait que près de 1000 km² de l'oblast de Koursk, en Russie, soit actuellement sous occupation ukrainienne est stupéfiant. Et même pour les Russes, il est difficile de croire que la Russie subit désormais une occupation. Oui, Poutine est devenu le premier dirigeant à être envahi depuis la Seconde Guerre mondiale. Pas la guerre de 3 jours qu'il espérait. Oui, c'est vrai, d'accord, je suppose. La grande nouvelle maintenant, c'est que des troupes nord-coréennes sont en Russie, et récemment les Nord-Coréens l'ont plus ou moins confirmé. Ils disent « Nous avons parfaitement le droit d'envoyer nos troupes ». Poutine l'a confirmé en disant que c'est son affaire, mais j'imagine que lorsque l'OTAN veut envoyer des troupes ou aider l'Ukraine d'une quelconque manière, c'est aussi l'affaire de la Russie, d'une certaine façon. Alors oui, qu'en penses-tu? À quel point penses-tu que c'est une escalade? Je crois. Juste avant qu'on commence l'appel, l'OTAN l'a confirmé aussi, ce qui était leur première confirmation. Donc, les troupes nord-coréennes en Russie en ce moment, la question se pose de savoir ce qu'elles font là-bas, et il est évident qu'elles sont là pour aider l'armée russe. Mais vraiment, comment? Certains pensent qu'ils sont envoyés là-bas pour servir de chair à canon, et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense qu'il est très peu probable que la Corée du Nord envoie 10 000 hommes simplement pour se faire tuer, et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, la Russie, dans de nombreuses zones chaudes, peut perdre jusqu'à 1000 personnes par jour. Alors imaginez Pokrovsk, qui se trouve dans l'est de l'Ukraine. La Russie perd, blessés ou tués, environ 1000 hommes par jour. Donc, s'il y a 10 000 Coréens, eh bien, en 1 semaine et demie, ils auront disparu. Ce n'est pas un bon investissement pour qui que ce soit. Mais il y a une autre chose, c'est que je pense qu'il est beaucoup plus probable qu'ils viennent pour fournir une assistance technique. Par exemple, avec les systèmes de missiles, dont certains la Corée du Nord a l'expérience, ou des missiles qui viennent de Corée du Nord. Ou ils viennent là-bas pour apprendre à faire la guerre, surtout maintenant que l'hiver commence. La Corée du Nord n'a pas connu d'acte de guerre depuis la fin de la guerre de Corée, donc cela fait plus de 70 ans. En ce moment, ils essaient d'acquérir autant d'expérience que possible pour comprendre à quoi ressemble réellement la guerre sur le terrain. Et donc, je pense qu'il est beaucoup plus probable que les Nord-Coréens soient là pour aider sur des questions techniques, plutôt que d'être de simples fantassins et chair à canon. Et la Chine? Le sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud vient de se terminer. La Chine est-elle mécontente que les Nord-Coréens soient en Russie, puisque la guerre s'étend? Cela va probablement nuire, je suppose, à la disponibilité économique de la Chine. Il est difficile d'imaginer que la Chine soit ravie de voir que la Corée du Nord a décidé de s'impliquer davantage avec la Russie maintenant. En même temps, cela donne peut-être une opportunité à la Chine. Et la raison, c'est que la Chine peut jouer le rôle d'intermédiaire entre l'Occident, les Nord-Coréens et les Russes. Elle est en quelque sorte particulièrement qualifiée pour ce rôle. Donc je pense que si on regarde ce que la Chine essaie de faire, surtout à la lumière du fait qu'il parle de plus en plus de Taïwan, peut-être qu'ils pensent pouvoir jouer le rôle de faiseurs de paix essentiel en Asie, que c'est grâce à eux qu'il pourrait y avoir de la stabilité, et que sans la Chine, ce n'est pas possible. Donc je pense effectivement que la Chine a probablement un objectif stratégique avec cela, mais lequel exactement? Nous ne le voyons pas encore. Aussi un peu plus tôt, Bringer Prokhovsky. Et en fait, la dernière fois, nous avons parlé du fait que la Russie est un État mafieux. Et je regardais une de vos vidéos, d'ailleurs, je mettrai le lien là-haut et en bas, et vous soulevez des points intéressants que je ne vois même pas sur Twitter, et l'un d'eux concernait la mine de charbon. Et oui, en fait, ce n'est pas seulement une question de conquête territoriale, c'est vraiment du vieil impérialisme pur et simple. Tout au long de cette guerre, on voit que la Russie a toujours eu un objectif constant, c'est d'obtenir autant de ressources naturelles que possible. Maintenant, ce n'est pas limité à l'Ukraine. La Russie fait exactement la même chose en Afrique, par exemple. Mais dans le cas de l'Ukraine, c'est assez flagrant. Donc, en 2022, lorsque l'invasion a commencé, et si vous regardez cela sur une carte, et que vous regardez en même temps une carte, où se trouvent les ressources naturelles les plus importantes de l'Ukraine, il y a un chevauchement. Et la raison de ce chevauchement est la suivante. La Russie voulait prendre le contrôle des ressources naturelles et de la base industrielle de l'Ukraine, en espérant que sans cela, l'Ukraine serait brisée. Mais cela permettrait aussi à la Russie de s'accaparer le marché de divers produits. La Russie faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'emparer de ces ressources et en prendre le contrôle. Et un exemple que nous voyons encore aujourd'hui à Purkors.
en Ukraine. Cette ville de l'Est pour laquelle la Russie perd jusqu'à 1000 soldats par jour pour la prendre. On pourrait se demander pourquoi ils se battent aussi durement pour une ville qui n'a pas tant de valeur stratégique sur le plan militaire. Et la réponse est simple, bien sûr. L'Ukraine possède la plus grande mine de charbon du pays. Et il est très important d'avoir ce charbon pour produire de l'acier, qui représentait autrefois un tiers de toutes les exportations ukrainiennes. Maintenant, en prenant cette mine, et imaginons qu'elle soit entre les mains des Russes. Cela signifie que la production annuelle de charbon de l'Ukraine passerait d'environ 7 millions de tonnes métriques à environ 2,5 ou 3 millions de tonnes métriques. La Russie, en comparaison, produit environ 12 millions de tonnes métriques par an maintenant. L'acier est l'une des très rares industries sur lesquelles l'Union européenne n'a pas vraiment voulu imposer beaucoup de sanctions. Et la raison, c'est que l'Europe achète beaucoup d'acier à la Russie. Donc si la Russie parvient à rendre l'Ukraine non compétitive, parce que si l'Ukraine n'a pas assez de charbon, elle devra en importer, et si elle importe le charbon, l'acier devient alors trop cher à vendre sur le marché. Mais en divisant le marché, en s'assurant qu'il n'est pas possible pour l'Ukraine de concurrencer, cela permet à la Russie de concurrencer en Europe. Et c'est là l'objectif de la Russie. Encore une fois, c'est une question d'économie. Et ce n'est même pas l'État russe. Au final, ce sont les oligarques russes qui vont en profiter. Mais Vladimir Poutine tient à les satisfaire afin de s'assurer qu'ils restent alignés avec lui. Cela soulève aussi, je pense, une théorie intéressante que j'ai lue au début de la guerre, et c'était plutôt que la Russie ne pouvait tout simplement pas supporter de voir tous ces pays post-soviétiques se tourner vers l'Europe. Parce que nous avons vu, surtout avec la Pologne, que la croissance économique qu'ils ont connue au cours de la dernière décennie est tout simplement incroyable, et si l'Ukraine commence à croître de cette façon, le peuple russe regardera sa frontière et verra. C'est essentiellement ce que nous avions à l'époque soviétique, où l'on regardait de l'autre côté de la frontière en Allemagne de l'Ouest. Et c'était tellement mieux, la vie y était bien meilleure. Et c'est quelque chose que, je suppose, les dirigeants russes ne peuvent pas se permettre, puisqu'ils savent que tout pays qui se tourne vers l'Ouest aura de meilleures perspectives économiques. Absolument. Case, je suis d'accord avec toi. Le fait est que la Russie, elle-même, ne veut pas que sa population se rende compte à quel point les choses sont meilleures là où il n'y a pas la Russie. Donc, quand on regarde et qu'on voit que les anciennes républiques soviétiques, en particulier les États baltes, en sont des exemples, ont toutes rejoint l'Union européenne. Ils sont membres de l'OTAN, et ils sont prospères, ils réussissent, leur population est heureuse, leur qualité de vie ne cesse de s'améliorer année après année. Le Russe moyen ne peut pas en dire autant pour lui-même. En fait, l'Européen moyen consacre environ 15% de son revenu à la nourriture. Le Russe moyen consacre plus de 50% de son revenu à la nourriture. Le Russe moyen est assez appauvri. Et maintenant, avec la situation économique à l'intérieur de la Russie, les choses vont empirer encore plus. Et le point clé, c'est que le Kremlin n'a vraiment aucune capacité à améliorer la vie de ses citoyens. Parce qu'à ce stade, la corruption systémique, tout le système sur lequel la Russie est construite, est fait de telle manière qu'il ne peut pas changer. Et c'est pour cela que les dictatures tombent, tout simplement parce qu'elles ne sont pas capables de s'adapter au changement. Donc je pense qu'à l'avenir, la Russie va avoir de plus en plus de problèmes à garder sa population satisfaite. Surtout lorsqu'ils peuvent regarder ailleurs et voir que le monde peut vraiment être un meilleur endroit si l'on n'a pas de mauvais dirigeants, comme c'est le cas en Russie. Mais à l'époque soviétique aussi, et même aujourd'hui, la seule chose que la Russie pouvait au moins offrir à ses alliés, c'était le soutien militaire, les armes et tout ça. Mais récemment, cela pourrait nuire à leur réputation, surtout après la frappe israélienne en Iran, où les défenses aériennes russes, apparemment, n'ont même pas été capables de détecter les F-35. Cela, je suppose, montre la différence technologique. Quel impact cela va-t-il avoir sur la réputation de la Russie et sur les alliés russes qui achètent leur équipement? La réputation de la Russie, je pense qu'à l'échelle mondiale, a subi un énorme coup sur le plan militaire. À ce stade, il est très clair que la Russie est incapable de mener à bien l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Maintenant, imaginez l'Ukraine aujourd'hui, un pays dont la population vivant dans la partie libre du pays compte peut-être environ 25 millions de personnes. La Russie compte 140 millions d'habitants, et elle n'arrive pas à terminer le travail, ce qui montre clairement que l'armée russe a évidemment des problèmes très importants. Mais en ce qui concerne la technologie, nous avons clairement vu dans la guerre en Ukraine que la technologie occidentale est de loin, très supérieure à tout ce que possède la Russie. Et la technologie qui a été donnée à des pays comme l'Iran, comme la défense aérienne, ne fonctionne tout simplement pas de la manière dont la Russie avait promis que cela fonctionnerait. Donc je pense que la Russie va avoir de plus en plus de mal à trouver des acheteurs pour le matériel militaire qu'elle propose. La Russie n'est tout simplement pas compétitive dans une économie moderne. Que dire de la frappe israélienne concernant l'armée iranienne? Est-ce que c'est un sujet dont vous voulez parler un peu? Donc je pense qu'à ce stade, c'est très clair pour la direction iranienne.
Ils ont surestimé leur pouvoir, et je pense qu'ils ont cru à leur propre propagande pendant bien trop longtemps, qu'ils étaient à ce pays fort, qu'ils allaient détruire Israël. Et on voit que ce n'est pas du tout aussi simple qu'ils pensaient que ça allait l'être. On voit maintenant que le Hezbollah a été anéanti. Il va être de plus en plus difficile pour l'Iran d'exercer le même niveau d'influence qu'il avait dans la région. Évidemment, cela reste un pays très important dans la région, mais comme la Russie, il a subi des revers importants. Et ces deux pays réalisent maintenant que leurs forces armées ne sont pas la source de grande fierté qu'ils pensaient qu'elles étaient. Et donc, on ne peut qu'espérer que peut-être les Nord-Coréens partageront bientôt cette conviction eux aussi. Aussi, une autre grande escalade, du moins c'est comme ça que je l'appellerais, c'est la Russie qui aide les Houthis avec des données satellites pour frapper des navires civils. Je me demande si c'est tout. On dirait qu'on a tellement appris sur les affaires russes, je suppose. Aussi, le gouvernement ne veut pas réagir uniquement sur la base de rapports provenant d'organisations de presse. Mais c'est comme ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. Et maintenant, est-ce qu'il va y avoir une réponse plus ferme de l'Occident? La Russie a été reconnue comme aidant les terroristes qui attaquent les routes maritimes. Cela nuit au commerce occidental, notamment parce qu'ils aident les Houthis et d'autres organisations terroristes. Maintenant, la Russie n'a jamais hésité à collaborer avec des terroristes. Elle fait ça depuis longtemps. Tu te souviens ? Quelques jours seulement après les attaques du 7 octobre en Israël, la direction du Hamas s'est rendue à Moscou pour des consultations avec le gouvernement russe. Le Hezbollah est évidemment très proche, on peut le dire, du gouvernement iranien, et la Russie n'a aucun problème à travailler avec eux non plus. Mais dans ce cas précis, nous voyons cela. La Russie poursuit sa guerre asymétrique contre l'Occident, en aidant des organisations terroristes à attaquer les intérêts occidentaux et financiers, au Moyen-Orient. L'objectif est de causer de la douleur et de créer plus de chaos. Mais je pense que, parce que l'Occident est tellement supérieur aux capacités de la Russie, l'Occident pourra, premièrement, traquer les Houthis, et aussi exposer davantage les liens qu'ils ont avec Moscou. En parlant de guerre ostéométrique, il semble que la Russie soit vraiment douée pour la guerre de l'information et on dirait que nous faisons simplement du rattrapage, surtout en Occident. C'est comme s'ils répandaient quelque chose et ensuite les agences ici essaient de le démystifier, d'expliquer au public que c'est faux, que ça vient de Russie. Mais à ce moment-là, la Russie est déjà passée à autre chose et ça se propage sur les réseaux sociaux. Mais quel impact cela a-t-il vraiment sur nos élections et dans quelle mesure cela aide-t-il la Russie? Donc, la Russie est arrivée à une conclusion il y a quelque temps. C'était une conclusion très très intelligente. Ils ont compris que, chaque fois que vous entrez en guerre, vous voulez choisir le terrain sur lequel la bataille va se dérouler. Vous ne voulez pas que votre ennemi décide comment la guerre va être menée. Donc, s'il doit y avoir un conflit avec l'OTAN, ils comprennent que la guerre conventionnelle ne va pas bien se passer pour eux, parce que la technologie américaine, comparée à la technologie russe, c'est le jour et la nuit. Mais là où ils pourraient être compétitifs, et où ils veulent mener la guerre, c'est dans l'espace informationnel. Donc, on voit que la Russie continue d'utiliser sa propagande, qui influence certainement les élections, mais qui attise aussi les tensions ethniques, religieuses et autres. À travers l'Europe, les États-Unis, le Canada, et nous savons aussi qu'en Afrique et en Amérique latine maintenant, c'est très peu coûteux, et il est aussi peu probable que cela soit sanctionné. Si la Russie devait attaquer directement, imaginons une capitale de l'OTAN, ils peuvent être absolument certains qu'il y aurait une réponse militaire très sévère, presque immédiatement. Mais si vous parvenez simplement à manipuler les élections dans un autre pays, cela ne coûte presque rien. Premièrement, mais deuxièmement, vous n'allez jamais vraiment être puni parce que qui va vraiment déclencher la Troisième Guerre mondiale pour quelque chose qui s'est passé sur Internet? Mais il y a de fortes chances que personne n'aille vraiment les attaquer. Donc, ils savent qu'ils peuvent continuer à travailler avec des acteurs voyous, ainsi qu'avec des hackers et des propagandistes, pour influencer ce qui se passe en Occident, et vraiment ne subir aucune répercussion. Aussi, l'ingérence électorale. Je suppose que ce n'est pas seulement limité à l'Occident, parce que je suis sûr que vous avez vu l'élection géorgienne qui vient de se terminer, et il y a une grande controverse qui circule à propos des résultats et sur la façon dont le parti pro-russe a gagné, même si les sondages de sortie des urnes montraient autre chose. Comment pensez-vous que cela va se passer? Donc dans le cas de la Moldavie et de la Géorgie, on voit que la Russie essayait d'influencer le résultat des élections. Maintenant, dans le cas de la Géorgie, il y a déjà des manifestations qui commencent, et l'opposition a refusé d'accepter les résultats des élections. De plus, même la présidente de la Géorgie a déclaré que les résultats des élections avaient été falsifiés, et a accusé des acteurs russes d'en être responsables. Donc la Russie est clairement un acteur néfaste et comprend que les démocraties représentent une immense fenêtre d'opportunité. Premièrement, parce qu'ils peuvent essayer de voler les élections, comme ils l'ont fait en Géorgie. Mais deuxièmement, cela leur permet de susciter beaucoup de débats, qu'ils peuvent transformer en haine. Ainsi,
les gens cessent de parler de l'élection et commencent à se détester et à se diviser. Pour la Russie. Dans de nombreuses élections, le vainqueur final importe moins que l'impact que cela aura sur la société dans son ensemble. Donc, s'ils peuvent utiliser les élections pour fragmenter davantage la population afin que les citoyens d'un même pays ne se sentent plus unis, c'est déjà une victoire pour la Russie. Y a-t-il une possibilité que la Russie déclenche un jour une guerre contre l'OTAN? La Russie aurait tort de déclencher une guerre contre l'OTAN, car elle sait tout simplement qu'elle ne gagnerait pas. S'ils ne peuvent pas gagner en Ukraine, il est totalement irréaliste de penser qu'ils pourraient gagner contre l'OTAN. Mais ça, c'est la guerre conventionnelle, en général. Est-ce que la Russie déclencherait une guerre contre l'OTAN? Je pense que la Russie est déjà en guerre contre l'OTAN. La Russie mène aujourd'hui activement une guerre contre l'OTAN et l'influence des pays de l'OTAN dans le monde entier. Mais malheureusement, nos dirigeants ne sont pas prêts à le dire publiquement. Ils reconnaissent ce qui se passe. Ils voient ce que la Russie fait en Afrique, en Amérique latine, en Asie, et évidemment en Ukraine. Mais ils ne veulent pas dire que la Russie est en guerre, car cela signifierait qu'il devrait y avoir une réponse très forte. Et ils espèrent qu'en restant simplement silencieux à ce sujet, et en n'en faisant pas toute une histoire, la Russie commencera à bien se comporter, et ne créera plus de problèmes. Ce qui est absurde. Quelqu'un comme Vladimir Poutine ne se sent encouragé que lorsqu'il voit que les lignes rouges de l'Occident ne signifient rien. Et cela va en réalité le pousser à mener des actions de plus en plus agressives contre l'Europe et les États-Unis. Parce que nous avons refusé de lui tenir tête. Aussi, le sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud vient d'avoir lieu. Je sais que ce n'est pas vraiment l'équivalent de l'OTAN, c'est plutôt un groupe économique, mais quels ont été les grands enseignements de ce qui vient de se passer? Donc, la Russie rêve que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud deviennent un contrepoids à l'OTAN, et soient en quelque sorte l'équivalent de l'Union européenne parmi ces pays. Mais en réalité, cela ne deviendra jamais cela, et il y a beaucoup de raisons à cela. Tout d'abord, la plupart des pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud commercent davantage avec l'Occident qu'avec les autres pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc, tout simplement d'un point de vue économique, il est beaucoup plus logique de ne pas être exclusivement lié à d'autres pays qui sont eux aussi en développement. La Russie a également espéré qu'il pourrait convaincre des pays plus grands comme la Chine d'abandonner le dollar américain, ou de faire des choses qui seraient finalement préjudiciables à l'économie chinoise. Et la Chine a constamment, depuis des années, refusé. Parce que la Chine, bien sûr, va toujours agir selon son intérêt national. Avant tout. Donc la Russie essaie de persuader les autres pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, de les rejoindre dans ce saut dans le vide. Mais jusqu'à présent, il semble qu'ils aient été plutôt infructueux. Parfait. Merci beaucoup, Jason, surtout d'être venu malgré votre état. J'apprécie vraiment et je suis sûr que le public appréciera aussi. Et personnellement, je ne pourrais pas recommander davantage votre chaîne. J'ai appris de nouvelles choses que je n'apprends pas sur d'autres chaînes, surtout dans les médias traditionnels. Je vais donc mettre le lien ici et dans les fiches ci-dessus. Je vous recommande donc vivement d'aller voir sa chaîne et de vous y abonner. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment.